justement par rapport à cette incompréhension de beaucoup de gens sur le rôle de la science, justement, quels sont les attendus de ce qu'on appelle donc de la démarche scientifique? La démarche rationnelle et collective de l'explication du monde réel, cette démarche, elle a des attendus. En fait, euh, les sciences, au pluriel, elles ont des particularités, ces sciences. Elles ont un petit peu leur région à elles, mais néanmoins, il y a un socle commun. S'il n'est pas respecté, lorsqu'il n'est pas respecté, on corrige. La communauté professionnelle, le collectif du métier corrige. Là, je parle bien de la science d'ici et maintenant, hein, je parle de celle d'aujourd'hui. Ce socle commun, s'il n'est pas respecté, on va corriger le doctorant ou le stagiaire qui fait une erreur. Il y a véritablement des attendus dans l'espace rationnel des sciences. Ces attendus, ils sont de l'ordre de l'attitude, de la cognition, c'est-à-dire de l'appréhension ou de l'état d'esprit dans lequel on regarde le monde. Alors, il y en a 4 principaux qui sont largement partagés par toutes les sciences, en sociologie, en histoire, en géologie, en chimie, en physique, enfin je ne vais pas faire la liste. Le premier attendu, quand on a une démarche scientifique, c'est de se poser honnêtement une question sur ce qu'on se propose d'expliquer. C'est-à-dire que la réponse n'est pas gagnée à l'avance, elle n'est pas inscrite dans le marbre. C'est ce qu'on appelle le scepticisme, qui est animé par la curiosité. Scepticisme initial, le scepticisme premier qui fait qu'on se pose une question. Sur les faits, on n'est pas sceptique sur la façon dont on va expliquer les choses. Il faut bien que les sciences soient structurées dans l'explication qu'elles rendent. On n'est pas sceptique sur les méthodes, enfin, en tout cas sur la démarche. Les méthodes, elles peuvent se réviser. On n'est pas sceptique sur la démarche, on est sceptique sur le cas de figure qui est devant nous. Un doctorant qui arriverait ou un stagiaire qui arriverait dans le laboratoire en disant je vais prouver que ceci, cela, et s'il n'est pas prêt à réviser sa prédiction devant les faits, il va se faire corriger. Le créationnisme anglo-saxon qui se dit lui-même scientifique, sinon j'en parlerai pas, hein. Si j'en parle c'est parce qu'il se dit scientifique. Le créationnisme scientifique, celui des années 70 par exemple, aux États-Unis, propose comme programme l'explication scientifique du contenu littéral du texte sacré, de la Genèse biblique. Et là ce qui est à découvrir n'est pas négociable. Il n'y a pas de scepticisme initial, donc s'il est dit qu'il faut démontrer que la Terre a 6000 ans, il faut démontrer qu'il y a une création séparée pour les animaux et pour les hommes, comme ils l'écrivent. Si il faut, les scientifiques ne peuvent pas admettre cette démarche-là. En tout cas, ça n'est pas une démarche scientifique. Donc le scepticisme, il est requis, en fait. Le deuxième attendu, c'est le réalisme de principe, c'est-à-dire qu'en fait, les scientifiques décrivent, expérimentent sur le monde réel, et même s'ils n'expérimentent pas directement, au moins ils le décrivent, et le rapport qu'ils en font, la restitution qu'ils en font à l'égard de leur père, elle présuppose que leur père va pouvoir corroborer, au moins va pouvoir confirmer ce qu'on a démontré. Quand on est scientifique, le plus grand espoir qu'on ait, c'est d'avoir son résultat confirmé par une équipe à laquelle on n'a pas parlé. Et c'est de cette convergence, de cette confirmation progressive entre équipes indépendantes qui fait qu'une connaissance va acquérir sa portée universelle. Donc la stabilisation des savoirs scientifiques, elle passe par un collectif. Ça, on ne le dit pas assez en général. On nourrit plutôt le mythe du scientifique tout seul dans sa baignoire qui découvre des choses et qui est génial parce qu'il a découvert, mais s'il ne l'écrit pas et si d'autres n'ont pas co-découvert ensuite, eh bien ça va être oublié. Alors ça, c'est un point important parce que ce caractère collectif de la stabilisation des savoirs scientifiques, il implique une propriété, c'est que le monde qui est là dehors existe indépendamment de moi, indépendamment des concepts que j'en fabrique. Et c'est parce qu'il existe indépendamment de moi que je suppose qu'il va se manifester à mes collègues comme il s'est manifesté à moi. Et cette attitude, elle est requise, elle est attendue, c'est un attendu en fait, c'est un implicite.
C'est jamais beaucoup dit, mais c'est un implicite. Alors, on a l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais il y a des écoles de pensée francophones qui ont tendance à dire que l'existence des choses que l'on décrit est subordonnée à la description qu'on en fait, ou à la conceptualisation qu'on en a. Et on ne peut pas, en science, on ne peut pas faire ce pari-là. Le pari est inverse. Le monde-là existe indépendamment de ce que j'en fais. Enfin, du moins de ce que j'en décris, en tout cas. Le troisième attendu, c'est celui qui fait le plus problème dans l'acceptation, dans son acceptation vis-à-vis des publics, et en particulier vis-à-vis des think tanks, ce qu'on appelle des boîtes à idées politiques dans les pays anglo-saxons. Le moins accepté, c'est ce qu'on appelle le matérialisme méthodologique. C'est un nom bien savant pour dire quelque chose de très, à la fois de simple et compliqué. C'est simple parce que les sciences supposent qu'elles travaillent en première instance sur le monde qui change. C'est-à-dire que entre deux scientifiques qui ne sont pas d'accord, quel est l'arbitre lorsqu'on se contredit les uns les autres? L'arbitre, c'est un troisième larron qui est un rapport au monde réel. On va faire ce qu'on appelle un travail expérimental. On va travailler sur cette partie du monde réel qui, lorsque j'appuie dessus, réagit. C'est donc le monde changeant. Et le monde changeant, il porte un nom en philosophie, c'est la matière. Et matériel, ce qui est changeant. Et nous ne pouvons expérimenter que sur le monde changeant. Si là dehors, il existe de la matière et ou de l'esprit avec un grand E défini comme immatériel par définition, nous on saura travailler avec la matière, mais on ne saura pas travailler avec ce qui est immatériel, ou ce qui est pensé comme immatériel a priori. Et ces choses immatérielles, ce n'est pas les scientifiques d'aujourd'hui qui les ont inventées, ce sont les hommes depuis les origines de la philosophie, et qualifié a priori d'immatériel l'âme, par exemple. La théologie chrétienne nous dit que l'âme est immatérielle par définition. Donc on sait pas nous, on ne dit pas que l'âme n'existe pas, on dit qu'on ne sait pas travailler avec, ce qui est quand même beaucoup plus humble comme posture. On nous apprend que les esprits avec un grand E, ceux qui traversent les murs, sont immatériels. Les anges, les élans vitaux, les fantômes, toutes ces choses-là, si elles sont conçues a priori comme immatérielles, nous ne saurons pas les instancier dans le monde réel. Donc notre légitimité de scientifique, notre légitimité collective, en quelque sorte, est restreinte à cette partie du monde qu'on peut appeler généralement le monde physique, c'est-à-dire le monde matériel. Alors, ce matérialisme méthodologique, justement méthodologique pourquoi? Parce qu'il n'est que méthodologique, c'est-à-dire que c'est la condition de méthode de la science, ou des sciences. Je dois faire un aparté sur cette propriété. C'est que beaucoup de chercheurs qui travaillent dans des sciences très intégrées, économie, sociologie, psychologie, comme ils travaillent sur des propriétés très intégrées de la matière, des propriétés émergentes, ne se pensent pas comme eux-mêmes souvent. Ils ne se pensent pas eux-mêmes comme matérialistes, parce que souvent le matérialisme a été confondu avec réductionnisme. Et malheureusement, c'est une confusion désastreuse. Le matérialisme le matérialisme scientifique n'implique pas que les phénomènes très intégrés, les phénomènes compliqués, soient réductibles à des comportements de molécules. Les états mentaux, quand on se dit à la fois psychologue clinicien et matérialiste, on ne dit pas que les états mentaux sont dans leur manifestation la plus intégrée, la plus haute dans les propriétés de l'organisme, eh bien, sont réductibles à des mouvements de molécules. On va pas évidemment expliquer un état mental avec des combinatoires de molécules. Il y a entre les molécules et l'état mental ce qu'on appelle l'émergence. Et l'émergence, c'est quelque chose sur laquelle les scientifiques réfléchissent beaucoup aujourd'hui. C'est simplement reconnaître que lorsque des systèmes sont intégrés entre eux, il émerge progressivement dans l'évolution et dans les mécanismes de la nature d'ici et maintenant, il émerge des propriétés au niveau n plus 3, il émerge des propriétés qui sont beaucoup plus que la somme des propriétés des parties constituantes. On connaît les propriétés d'une molécule
enfin, on connaît les propriétés d'un atome d'oxygène, on connaît les propriétés d'un atome d'hydrogène. Eh bien, si on associe deux atomes d'hydrogène à un atome d'oxygène, on en fait la somme de ces propriétés, ça ne sera jamais les propriétés d'une molécule d'eau. Les atomes en s'associant font émerger des propriétés qui ne sont pas réductibles à la somme des parties. Et le matérialisme moderne, il est émergentiste. Hein. Un historien, s'il y réfléchit bien, ne mobilise pas pour expliquer l'histoire d'entités a priori matérielles. Un sociologue ne va pas chercher des entités dont il est besoin absolument qu'elles soient immatérielles. Donc les sciences, passivement ou activement, tout dépend des disciplines dans lesquelles on est, sont matérialistes en méthode. Alors sur le matérialisme, prenons un matérialisme méthodologique seulement. Prenons-le par l'absurde. Un doctorant ou un stagiaire qui expliquerait son échec expérimental ou qui mobiliserait dans son explication au laboratoire la providence, par exemple, ou des esprits immatériels circulants, ou l'acte de fantôme, il se ferait immédiatement, évidemment, il se ferait reprendre, il se ferait corriger. Et donc, il y a bien un attendu là quelque part. Nous ne mobilisons dans nos explications expérimentales ou même théoriques, nous ne mobilisons que des entités qui sont appelées à être instanciées dans le monde matériel, à être instanciées dans le monde réel. La providence, par définition, vous ne l'attrapez pas, elle peut tout, elle voit tout. Et la réintroduction de la providence au laboratoire, c'est absurde pour l'ensemble des scientifiques, quelles que soient les sciences dans lesquelles on est. Malheureusement, sur le plan politique, il existe dans certains pays des gens qui arrivent à convaincre des décideurs politiques qu'on puisse mobiliser l'intervention providentielle dans le laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'intelligent design aux États-Unis, c'est-à-dire que vous expliquez votre phénomène compliqué par une volonté supranaturelle. C'est ce qu'on appelle la conception intelligente, qui est à l'origine de l'harmonie apparente de la nature. Sur la quatrième propriété maintenant, la dernière propriété, eh bien, au laboratoire est attendue la rationalité humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas supposé faire des fautes de logique. Quelqu'un qui va faire des fautes, déjà dans la vie courante, de toute façon, quand on fait des fautes de logique, on se fait reprendre aussi. La rationalité humaine est présente beaucoup plus largement, elle est requise beaucoup plus largement que dans les seules sciences, mais dans les sciences, elle est absolument requise. Ça se résume au respect de la logique et le respect du principe d'économie d'hypothèse. Ce principe qui consiste à, lorsqu'on a à choisir un scénario ou une théorie en concurrence, comme le fait d'ailleurs le commissaire de police, il a plusieurs scénarios de meurtre parmi lesquels il doit choisir, eh bien il choisit celui qui fait appel au plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires. Voilà, le plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires non documentées, c'est le principe de parcimonie. Donc résumons-nous, il y a 4 attendus majeurs qui fait le socle commun à toutes les sciences. Scepticisme initial, avons-nous dit. Réalisme de principe, le monde là dehors existe indépendamment de moi. Matérialisme en méthode, c'est-à-dire que je ne mobilise pas des entités qui a priori seraient conçues comme immatérielles. Je ne peux mobiliser que des entités instanciables dans le monde réel, ou alors en attente d'être instanciées. Les mathématiques font ça. Hein. Elles ont des variables auxquelles ne correspond rien dans le monde réel, mais pour autant, on est en attente d'une instantiation, et on n'est pas dans la nécessité de postuler que cette variable correspond à une entité a priori immatérielle. Et enfin, la rationalité quand même qui est requise dans le monde des sciences. Voilà un socle commun qui, à mon avis, permettrait à nos concitoyens, s'il était mieux illustré, mieux enseigné, permettrait à nos concitoyens d'identifier les entreprises de falsification des sciences, les entreprises idéologiques et politiques, en Turquie, en Australie, aux États-Unis, en Hollande, ces entreprises qui consistent à vouloir faire des sciences le serviteur d'un discours théologique, qu'il soit chrétien ou musulman, enfin, bon, les franges les plus conservatrices des monothéismes essayent de redéfinir les sciences de l'extérieur pour en faire le serviteur du discours théologique. Et, évidemment, quand on est instruit de ces 4 propriétés, on s'aperçoit tout de suite que
l'entreprise est une déviation, est une intoxication, est une dénaturation, si je peux le dire comme ça. Et il serait, à mon avis, utile pour nos décideurs politiques d'identifier ces propriétés pour savoir qui avance masqué dans le grand jeu politico-théologique. Voilà.